Ça, j'allais dire, je me souviens dans le début, je me souviens, mettons, quand j'étais adolescent, là, je sais pas, mettons, t'avais un oncle qui perdait sa job, puis il avait, mettons, 49 ans ou 52 ans. Puis là, mettons, les discussions autour de la table, c'est hey, c'est vraiment dur de se retrouver de la job quand on est plus vieux. Les gens veulent des jeunes, ils veulent pas nous engager. Puis, tu sais, c'était compliqué de refaire, se replacer ou de refaire une carrière plus tard. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression que les entreprises cherchent tellement de monde qu'ils sont prêts à te prendre. Là, tu sais, t'as 55 ans, je m'en fous. T'es prêt à travailler demain, rentre travailler. Là. En tout cas, ben, pour eux autres, c'est peut-être bénéfique. Là. Ben, écoute, il y a tellement d'affaires là, à mentionner en tout cas, du moins sur les travailleurs plus âgés, là, quand ils décident de rentrer puis sortir de la main-d'œuvre. En pourcentage, vraiment, la population plus âgée augmente en pourcentage de la population. C'est la Ouais, première ouais. chose qu'il faut mentionner. Mais tu sais, tu peux aussi regarder leur taux d'embauche en haut de 65 ans. Puis ce que tu vois, c'est qu'il y a une proportion qui, depuis genre la fin des années 90, euh, parce que tu prends les 65 ans et plus, tant les hommes que les femmes, premièrement, le taux d'embauche des hommes de 65 ans et plus, jusqu'à genre 1990, ça tombait. Donc, pour la totalité du monde, tu avais une baisse du taux Mhm. d'embauche des gens de 90, de 65 et plus, jusqu'à 1990. Puis, juste te donner un ordre de proportion, là, en 1948-49, tu avais à peu près presque 50% des hommes de 65 ans et plus qui avaient un job, qui occupaient un emploi. En 1990, c'était à peine 20%. Puis Mhm. depuis, ça a recommencé à augmenter avec le fait que, avec le vieillissement de la population, ben, tu as un type d'intrant que les firmes ont besoin des travailleurs qui se retrouvent à être pas aussi disponibles. Ils peuvent substituer pour des méthodes qui utilisent davantage de capital, mais ils peuvent aussi utiliser des méthodes qui sont d'augmenter les salaires pour attirer des travailleurs plus âgés. Fait que là, tu le vois dans le fait que je suis sûr qu'au quotidien, ces auditeurs vont aller dans un commerce X ou Y, puis ils s'imaginent le même commerce 10 ans avant. Ben, il y a plus de chances qu'aujourd'hui, tu vas être servi par une personne âgée de, disons, 60, 66, 67, Ouais. 68, 69 ans, alors que, disons, il y a 20 ans, ça aurait été un jeune avec des boutons de 18 ans. Ouais, ben l'autre phénomène que tu vois aussi, c'est des gens très jeunes. Là. Genre ça, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué là, de mes yeux vus. Là. Genre aller dans une quincaillerie ou une épicerie et de voir des gens là, qui, de visu, tu sais très bien, qui ont moins de 16 ans. Ça, je le vois, là, parce que Ben, je sais que légalement, c'est possible de ouais, travailler. avec l'autorisation des parents, je pense que C'est c'est à ça. partir de 14 ans ou quelque chose de C'est même. ça. Tu as besoin d'une autorisation des parents. Mais ça, d'ailleurs, je veux dire, je suis pas en train de dire qu'il faudrait faire des changements à la loi, mais l'idée d'avoir des petits jobs quand tu es jeune, surtout pendant l'été, quand tu n'es pas à l'école, il ne faut pas sous-estimer l'importance que ça a, juste en termes de te forcer à observer le monde tel qu'il est, tel qu'il va Oh, être oui, plus tard, exact. mais aussi, je te dirais que moi, quand je travaillais, parce que moi, mon père me fait travailler sur sa shop à lui, là, euh, le contact que ça te met aussi avec des gens qui sont peut-être pas de ton milieu naturel. C'est-à-dire Exact. que si tu travailles dans le service, donc ma deuxième job après avoir travaillé chez mon père, j'avais travaillé notamment dans un couche-tard, le chiffre de nuit. Ben, tu ne vois pas le même type de monde, puis tu réalises que l'univers dans lequel tu as grandi quand tu es jeune n'est pas aussi étanche que ce que tu penses, puis peut-être pas nécessairement Exact. aussi beau. Bon, il y a des gens qui n'en ont pas d'illusions, là, parce qu'il n'y en avait aucune pour commencer. Mais quand tu es un milieu, tu sais, classe moyenne et plus élevé, ben, ces genres de jobs-là peut t'ouvrir sur le fait qu'il existe d'autres types de gens qui travaillent vraiment fort puis qui ne l'ont pas aussi facile que toi. Puis ça te force à les humaniser un peu. Puis non seulement ça, ben, à t'humaniser toi en réalisant qu'il y a d'autres types d'êtres humains, mais aussi de constater qu'au final, euh, ben, peut-être que tu ne connais pas tant de choses sur l'univers. Puis je te dirais que, puis je maintiens que c'est peut-être la chose qui est le meilleur antidote au paternalisme et au parentalisme, c'est de voir comment est-ce que l'autre personne vraiment au quotidien vit sa vie,
puis comment est-ce qu'elle essaie d'améliorer son sort à partir d'une main qui lui est donnée, qui est peut-être pas aussi bonne que la tienne. Exact. Exact. Ben, moi, je trouve que, honnêtement, puis c'est tellement stupide parce qu'il y a déjà il y a des personnes, des fois, qui attaquent les autres personnes sur, je sais pas moi, leur carrière, le genre de travail qu'ils ont fait, puis tout. Mais tu sais, moi, personnellement, ça me dérange pas pantoute de le dire que j'ai fait plusieurs travails quand même physiques là, dans ma vie. Là. Puis ça me fait réaliser, ça fait que je comprends mieux la réalité des gens qui ont ce type d'emploi-là. Moi, je pense que beaucoup de gens, puis je le voyais quand j'allais à l'université, ont absolument aucune compréhension de ce que c'est que la réalité de ces gens-là. Mais ce qui est le pire, c'est qu'en plus, ils prétendent parler en leur nom. Puis ça, là, tu sais, quand tu as travaillé dans une usine ou quand tu as travaillé sur une chaîne de montage ou ce genre de choses-là, quand tu arrives chez vous après un chiffre de travail où tu es obligé de faire des heures supplémentaires parce que quelqu'un ne rentre pas ou quoi que ce soit, tu arrives chez vous, tu es fatigué, puis quand tu ressens cette fatigue-là physique, tu comprends pourquoi ces gens-là n'ont peut-être pas les mêmes intérêts, n'ont peut-être pas les mêmes hobbies. Puis tu sais, tu commences pas à les juger en disant hey, franchement, ça c'est du monde, ça doit pas aller dans des musées ben souvent ou quoi que ce soit. Tu sais, l'espèce de mépris. Moi, le mépris Oui. de classe, c'est toujours quelque chose qui me dégoûtait. C'est peut-être mon fond de gauche à quelque part, là, je sais pas. Là. Mais moi, c'est toujours de quoi qui me dégoûtait parce que je sais ce que c'est cette vie-là, je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà partagé avec ces gens-là, puis je sais que ces gens-là qui travaillent fort, puis qui travaillent comme cuisiniers dans des restaurants ou qui font de l'agriculture ou quoi que ce soit, je sais que ces gens-là ne sont pas inférieurs aux autres, puis ils ont des préoccupations qui sont la leur en fonction de la vie qu'ils vivent, puis ils ne méritent pas d'être jugés négativement ni positivement, plus qu'autre mesure Oui. d'ailleurs, par les gens qui se voient comme au-dessus de ces gens-là. Là. C'est pour ça que moi, j'ai tout le temps comme quelque chose qui vient me pincer en dedans quand je vois, mettons, je sais pas moi, il y a des manifestations quelque part, puis là, tu vois des gens un peu élitistes qui regardent ça, puis sont comme, tu sais, regarde-le, là, lui, là, il doit s'appeler Kevin, puis il doit être illettré, puis tout. Puis là, tu te dis, ben ouais, mais Kevin, l'illettré, là, c'est lui qui ramasse tes vidanges. Kevin, l'illettré, c'est lui qui va gratter ton entrée avec sa compagnie de déneigement. C'est lui qui va faire ton terrassement. Ces gens-là ils ont une dignité qui n'est pas différente de la tienne. Tu sais. Oui, puis non seulement ça, mais en plus de l'aspect que tu mentionnes, il y a le fait aussi qu'il y a une espèce de... Puis ça m'énerve un peu dans les milieux intellectuels, de regarder la personne qui n'est pas de la même classe que toi comme avoir fait quelque chose qui... Bon, il y en a qui vont les prendre en fait, peut-être voici la meilleure manière comment j'allais le dire. C'est une sorte de condescendance soft-core, où est-ce que tu dis, tu les excuses, tu dis c'est parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes avantages dans la vie, ils n'ont pas été aussi gâtés, mais aussi, peut-être des fois, ils ne savent pas mieux. Ça, c'est différent. C'est comme il y a deux versions. Là. Il y a la version que c'est genre, ben, c'est vrai que pas tout le monde s'est fait donner la même main, le même type de main à la naissance. La question, c'est qu'est-ce que tu fais pour pas que la condition que tu as par naissance te soit... que tu dois la transmettre automatiquement à tes enfants, mais qu'aussi que toi, tu ne peux pas t'en échapper. Ou tu as la version de They don't know any better. Ça, c'est la version vraiment qu'on réalise souvent, puis que ça vient avec une sorte de parentalisme ou paternalisme, où là, on dit, ben, il faut qu'on fasse quelque chose pour eux, même si ça ne leur fait pas plaisir qu'on le fasse, ça va les aider. Ça, c'est vraiment le truc que j'ai le plus grand mépris pour ce genre d'idée-là. Ouais. Que tu dois te substituer à leur exercice de moralité. Ça m'écoeure. Oh ouais. Ben, ce discours-là, honnêtement, tu l'as tellement dans plein de sphères de la société, là, que ce soit, là, ça me fait penser à ça parce que c'était la journée de la femme, je pense, hier ou avant-hier. Là. Mais, tu sais, moi j'ai toujours eu un malaise avec des espèces de discours de l'homme qui prend la parole au nom des femmes pour dire à quel point il faut les protéger. Puis là, t'es comme, ben, pour moi, c'est ça le paternalisme. Tu sais, pour moi, l'égalité des sexes, l'égalité homme-femme, c'est que la femme n'a pas besoin que je m'interpose entre elle et les autres et dire attendez, on ne fait pas ça à une femme. Tu comprends? Ouais, Pour moi, ça n'a pas de sens faire ça. Là. Pour moi, c'est ça la chose que je dis tout le temps. Là, ce qui compte au final, c'est le rôle des institutions.
Puis tu ne devrais pas avoir des institutions qui discriminent, qui disent que tu as un statut différent, positif ou négatif, en vertu de où est-ce que tu es dans la société. C'est pour ça que je défends tout le temps des espèces de normes qui sont générales. Donc, tu ne peux pas, à moins que ce soit vraiment fondamental de faire une distinction. Donc, disons, tu dois avoir une certaine force physique naturelle pour servir dans l'armée, dans tel type de mission. Là, tu comprends qu'il y a un contexte qui détermine qu'est-ce que tu dois faire. Oui, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire, au-delà de ça, les droits des citoyens. Mettons, là, puis ça, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à comprendre. Des fois, il y a des faits scientifiques qui sont déplaisants, mais ça ne veut rien dire moralement. Donc, disons qu'on trouvait que, je ne sais pas, que les chauves étaient moins intelligents que les gens qui ont des cheveux. Right? On y va comme ça, puis on dit qu'il y a un statement of fact là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que les chauves aient des droits inférieurs aux chevelus? Non, ça ne veut pas dire ça du tout. Il y a plein de faits scientifiques qui n'ont aucune implication morale. Il y en a qui veulent leur donner une implication morale, mais en fait, ça, c'est une chose qui me tape encore plus ses nerfs. Il y a des gens qui veulent que les faits scientifiques conforment avec leur moralité, mais des fois, c'est peut-être plus noble d'exercer une moralité qui est difficile à exercer parce qu'il y a quelque chose qui la rend plus difficile. Donc, parce qu'il y a quelque chose dans la nature qui rend plus difficile ou quelque chose de plus complexe en jeu. Si c'était si facile que ça, que morale égale scientifique, puis que scientifique égale morale, la vie en société serait bien trop facile. Là. Ben, tu disais, il y a quelques podcasts de ça, puis je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement vrai, puis je le vois, on dirait de plus en plus. Tu disais, c'est la surpolitisation de toutes les sphères de la société déforme, dans le fond, notre vision des choses puis notre jugement. Puis moi, je trouve que ça va même au-delà de ça. C'est pas juste la politisation, c'est la moralisation, puis aussi le côté sentimental qui est toujours derrière ça. C'est-à-dire que tu remarqueras que peu importe le sujet, là, on parle d'égalité homme-femme, on pourrait parler de droits de toutes les minorités, puis de toutes ces choses-là. Les faits sont souvent plus ou moins importants parce que ce qui est important, c'est comment je réagis émotivement là-dedans pour signaler mon appartenance au groupe comme étant le bon ou le mauvais dans cette prise de position-là, avec toujours un peu l'idée cachée derrière que comme j'explique quelque chose, je l'excuse. Et comme je l'excuse, je l'endosse. Moi, ça me fait capoter. Demain matin, la Chine envahit Taïwan, ou peu importe. Là. Peu importe quel phénomène de société. Il y a des gens qui vont arriver et vont dire, ben moi, écoute, je suis spécialiste de ce coin-là du monde. Voici qu'est-ce qui se passe. Tout. Puis là, les gens vont dire, oh, attendez, là, vous n'avez pas de compassion pour le peuple tibétain ou peu importe. C'est toujours comme ça. Puis là, tu te dis, oui, mais le rôle d'un scientifique ou le rôle d'un expert, là, même si je trouve que ce mot-là est galvaudé, c'est d'arriver avec des explications, des faits, puis de mettre ça sur la table. Tu sais, toi, quand tu arrives avec les articles que tu fais, les études que tu fais en économie, le but, c'est pas de faire un statement moral. Le but, c'est d'arriver et de dire voici ce que j'ai trouvé dans le cadre de mes recherches et voici ce que ça démontre selon moi. Voici ce que je pense, ce que je prétends. J'ai la prétention avec ça, ça a été revu par les pairs, de démontrer X, Y, Z. Après, vous pouvez trouver ça moral ou immoral ou bon ou mauvais, mais ça, c'est pas mon travail. Moi, toi, t'es pas un curé, t'es un économiste. Puis je pense que ça devrait être la même chose pour toutes les disciplines. Oui, puis non seulement ça, mais un bon exemple de ça, puis c'est pour moi la marque d'un bon expert, c'est est-ce que tu publies des résultats qui des fois vont à l'encontre de tes propres priors? Puis moi, j'en ai publié des articles là, qui oui, tu avais parlé du processus de libéralisation, je me souviens plus trop où, là, dans un... celui en Serbie, là, en Serbie, oui. Parfaitement contre ce que je m'attendais. Mon collègue Alex Tabarrok avait publié quelque chose sur la réglementation, puis le démarrage d'entreprise s'attendait à ce que plus il y a de réglementation, puis ça affectait les startups. Il a trouvé qu'il n'y avait aucun effet. En fait, il y avait des petits effets dans certains contextes, mais super, super conditionnels. Donc, tu étais là, ben, OK, d'accord, là, ça ne tient pas de temps que ça comme résultat, mais un bon chercheur va dire des choses qui... va être capable de publier des résultats qui vont à l'encontre de ses préconceptions à lui. Mais tu en as plusieurs dans le monde académique présentement qui ne font pas ça.
En fait, un bon exemple. Après ça, on pourrait aller sur le sujet qu'on voulait jaser. Puis c'est sorti, pour ceux qui veulent connaître, pour moi, un des héros en économie, c'est Roland Fryer, qui était... tu sais exactement où je m'en vais. Hein? Ouais. Tu sais déjà c'est qui le gars. Ouais. Roland Fryer, là, pour les auditeurs, c'était un économiste qui est afro-américain de Daytona Beach, en Floride, qui a eu son doctorat de Penn State, mais il a grimpé rapidement parce que il faisait de la recherche vraiment intéressante sur deux aspects. L'éducation. Et l'éducation. C'est bien lui, là. C'est lui, c'est ça. Ça, c'est Exact. Roland. Mais il y a aussi, pour ceux qui sont habitués à m'écouter, Roland a à peu près le même langage que moi. Quand quelqu'un dit quelque chose, il va dire « Let's not say bullshit », puis il va dire ça sur un panel. Puis il va caler les gens, là, mais vraiment, là, tu sais, l'attitude « suffer no fool », ce gars-là, là, c'est vraiment... les 3 fois que je l'ai vu parler publiquement, j'étais là comme « I like this guy ». Même si des fois, je n'étais pas d'accord avec ce qu'il disait, j'étais là, ce gars-là, j'avais que de l'affection implicite. Je n'étais pas capable d'exprimer pourquoi, mais j'étais là. Pour une raison quelconque, par affect de personnalité, j'étais attiré vers ce gars-là. Mais lui, il grimpe dans la profession, ouvre avec du financement gigantesque qu'on appelait Ed Labs à Harvard. Et il y a un employé qui a porté plainte contre lui. Et il y a eu une enquête interne. L'enquête interne a été particulièrement... en fait, il y avait 38 ou 39 plaintes de harcèlement. L'université, dans son enquête interne, est tombée éventuellement à 6, qui trouvaient qu'il y avait un mérite, mais que ce n'était pas du harcèlement, c'était du comportement déplacé, mais que c'était pas, tu sais... puis l'université, sa première recommandation, c'était qu'il devait faire un training. Mais là, après ça, sur un comité dont les membres sont toujours secrets, on ne sait pas qui a choisi ça, ils ont décidé de fermer son laboratoire, de lui interdire d'avoir des assistants de recherche et l'ont suspendu pour 2 ans. Et il y a eu des journalistes d'enquête qui ont poussé puis qui ont réalisé que tu avais des gens dans l'université que lui avait offusqué en faisant de la recherche, en disant des choses qui n'allaient pas avec leur discours à eux, qu'eux se disent des experts, puis qu'ils sont dans la sphère publique. Puis je vais voir où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Il fallait que je donne le contexte. Dans la sphère publique, ces gens-là qui, à toute fin pratique, ont choisi sa sanction, c'était ceux qui étaient menacés par la recherche qu'il faisait, par le fait que lui, il disait « c'est de la bullshit ce que tu dis », puis ils l'ont dit explicitement, et à toute fin pratique, ils l'ont mis en sabotage. Bien, le point de ça, c'est que quand ces 2 personnes-là, puis les 2 noms qui sont mentionnés, puis il y a un documentaire qui vient de sortir qui s'appelle Roland Fryer, c'est sorti comme il y a 1 semaine à peu près. C'est en train d'avoir de l'attraction. Puis tu vois, il y a des économistes assez importants qui parlent là-dessus, genre Glenn Loury de Brown University. Et dans la conversation, il pointe qu'il y avait des gens qui étaient vraiment fâchés, mais fâchés que lui avait fait une recherche qui disait que non, en fait, il y a tout à fait des raisons de croire que dans les écoles, des mécanismes avec du choix scolaire, davantage d'autonomie pour les écoles, pourrait permettre aux jeunes enfants afro-américains de grimper dans l'échelle des revenus très, 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 très rapidement et donc d'effacer une longue histoire de dommages institutionnels. Là, il y a des gens qui se sont fâchés, qui ont poussé contre lui. Et je pense que la gaffe que lui avait faite politiquement, puis c'est ça qui a probablement mis une cible sur son dos pour que d'autres personnes l'ont embarqué avec, c'est qu'il a fait une recherche en utilisant des rapports de police, il a envoyé ses assistants de recherche collecter des rapports de police puis de coder si oui ou non les policiers étaient plus susceptibles de faire usage de force si le suspect était afro-américain. Ouais, je l'ai ici, le Roland Fryer, Reconciling Result on Racial Differences in Police Shooting, c'est ça? Yep, c'est ça. Lui, ce qu'il avait trouvé, là, tu vois qu'il y avait de la malhonnêteté médiatique. Il avait trouvé que les policiers faisaient plus souvent usage de force
pour des arrestations, mais pas d'usage de la force létale. Donc, tu n'avais pas des tirs qui étaient faits contre. Et il a publié ça. C'est sorti dans un journal scientifique. Ça a été hautement discuté. Il y a eu des réplications. Il y a des gens qui ont poussé ses affaires. Puis que, ça n'a pas l'air d'être 100% parfait, mais il y a des gens qui l'ont attaqué, lui, comme personne, à cause qu'il avait fait la recherche là-dessus. Puis il a payé une pénalité très, très forte professionnellement pour, honnêtement, ce que j'appelle du courage académique à toute fin pratique. Mais quand les gens parlent d'experts, les experts aussi, là, ils ont une boîte à cash qu'ils ne veulent pas perdre. Puis si la recherche d'un autre chercheur vient t'enlever ta boîte à cash, puis qui vient miner ta crédibilité ou qui vient miner ce qui te permet de toi de faire ton vivant, mais tu vas agir d'une manière que ça n'a aucun rapport avec l'expertise. Tu vas agir avec la politique académique pour évincer quelqu'un que tu n'aimes pas. Puis le résultat, ben, ça a été un exemple de Roland Fryer. Fait que moi, quand tu dis tantôt, là, puis c'était une longue parenthèse, mais quand les gens disent les experts, là, c'est galvaudé. Oui, c'est galvaudé, mais non seulement ça, mais il faut faire attention que ce qui garde un expert en check and balance, c'est les autres experts qui peuvent le critiquer et le fait qu'il y a de la compétition pour le titre publiquement. Puis ça, c'est ça qui crée le bon comportement. Mais quand le gouvernement offre des rentes importantes en disant je vais vous prêter tel avantage de prestige, tel fonds de recherche, ben, tu peux agir d'une manière que c'est plus de la compétition scientifique, mais ça devient de la compétition politique. Puis là, c'est dangereux. Exact. Puis ce qui est dangereux un peu, moi, je trouve, avec l'invocation des experts, là, ce fameux concept-là, c'est les experts qui, en fait, ont une certaine notoriété, mais qui n'ont pas de lien avec leur véritable expertise. L'exemple classique de ça, ça peut être les Albert Jacquard de ce monde. Je ne sais même pas c'est qui. Tu sais pas c'est qui Albert? Ben, Albert Jacquard, c'était je pense que c'était un démographe à la base. Je ne veux pas dire n'importe quoi, là, je vais le chercher en même temps que je parle. Ou un biologiste, quelque chose comme ça. Albert Jacquard. Hein. C'est un biologiste. Bon, ben, Albert Jacquard, c'est un biologiste que je pense qu'il est étudiant en génétique. Là, il est assez vieux, le bonhomme. Là, il est né. En fait, il est décédé en 2013. Je ne savais même pas qu'il était décédé. Mais lui, Albert Jacquard, il était invité pour donner des conférences dans des universités, pour parler dans les médias. Puis il parlait jamais, en fait, de biologie ou de génétique. Il parlait tout le temps de trucs politiques. Entre autres, sur, je sais pas moi, les automobiles, la place de l'automobile dans la société. Il a même fait des trucs genre sur les religions. Fait que, tu sais, en réalité, on utilisait comme argument d'autorité son statut de scientifique et d'universitaire, mais en réalité, les sujets sur lesquels on l'amène pour s'expliquer, ce n'est pas de son domaine d'expertise. Fait que moi, c'est là que j'ai un problème. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on fasse un argument d'autorité, entre guillemets, parce que je pense pas que c'est un argument d'autorité de dire, regarde, voici ce qu'il y en est au niveau de la recherche sur, je sais pas moi, telle discipline, et voici trois spécialistes qui viennent parler de ça. Le problème que j'ai avec l'argument d'autorité, c'est, puis un autre qui est ce qu'on parle souvent pour ça, c'est, mettons, Hubert Reeves. Là, tu dis, ben oui, Hubert Reeves, c'est un astrophysicien, mais je vois pas en quoi ce gars-là, son opinion sur la société est plus valable que la mienne, par exemple. Il n'y a pas de... non, mais tu sais, en même temps, la question, c'est quoi le taux d'escompte que tu mets là-dessus? Mais je pense aussi qu'à un moment donné, je pense que le nombre de fois que j'ai dit dans le chat, je ne sais pas. Ouais, puis je t'ai envoyé un lien. Là, c'est exactement ça, là, Bourdieu sur BHL. C'est carrément ça. Là. Fait que là, je viens d'envoyer à Frank, pour les gens qui écoutent, j'ai envoyé à Frank un clip légendaire de Pierre Bourdieu, qui est un sociologue assez à gauche en France, qui explique pourquoi il ne veut pas aller il n'aime pas ça aller dans les médias, notamment parce que, puis notamment pour Bernard-Henri Lévy, parce que s'il donnait cette entrevue-là, Bernard-Henri Lévy, pour le reste de sa vie, pourrait dire « Ah, Bourdieu m'a parlé, Bourdieu m'a insulté même. » Puis tu vois que lui, mais dans l'entrevue, bon, il insulte Bernard-Henri Lévy à bras portants, mais il dit aussi, des fois, j'ai rien à dire. Des fois, il dit, j'ai pas eu le temps de penser à une question en profondeur. Puis la réalité, c'est que l'académique devrait des fois se garder une gêne parce qu'il y a des sujets qui sont complexes, puis que des fois, tout ce que tu peux faire, c'est offrir un cadre d'analyse.
ce que je fais souvent, mais des fois, je peux, puis je le dis aussi Oh, oui, tu le dis fréquemment, souvent. mon hypothèse pourrait être fausse. Il faut que ça dépende de X pour que j'aie raison. Ben, si X n'est pas là, j'ai tort. Exact. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je pense que l'honnêteté, la bonne approche là-dedans, c'est pas de dire que ça revient au choix de tout le monde, là, mais je veux dire, la bonne approche là-dedans, c'est pas de dire lui, il devrait pas parler parce que c'est pas sa spécialité. C'est non, il parle, mais il faut savoir qu'il est pas plus expert là-dedans que moi puis toi. Là, tu sais, c'est juste ça le point. Là. Non, en effet, tu devrais mettre un facteur d'escompte, c'est ça qu'on disait. Je pense Exact. que c'est ça le mot, là. Ça m'amène au prochain, en fait, au sujet qu'on voulait jaser. On voulait en parler, je pense, depuis 2 semaines, mais finalement, l'actualité et les trucs nous ont fait un Ouais, peu, nous faisait un peu nous chier. faisaient dévier. Bon, on voulait parler je ne sais pas si on pourrait appeler ça un concept, mais de l'idée de Statrix, Ouais. en référence, évidemment, au film, à la trilogie que tout le monde a vu. Là. Il y en a un quatrième qui est sorti que j'ai vu qui est quand même pas mal, mais ça fait plus référence à la trilogie de Matrix. C'est un gars qui s'appelle Trevor Burrus. Je ne sais pas si je le prononce bien Ouais, au tu le dis bien. Bon, Trevor Burrus, lui, c'est il est chercheur, je pense, encore au Cato Institute. Yep. Spécialisé pas mal de ce que je peux voir. Ses intérêts, c'est tout ce qui a rapport à la loi constitutionnelle, la philosophie C'est un politique. juriste, là. C'est un juriste à la base. Et puis lui, en fait, je pense qu'il y a une formation de philo, je pense, à la base. Ça se peut-tu à l'Université du Colorado? Ça ne me surprendrait pas. Je ne sais pas le détail de toute sa biographie. Je sais que c'est un juriste parce qu'il est il est à leur Center for Constitutional Studies. Ouais, tu vois, je l'ai. He holds a BA in philosophy from the University of Denver. OK. En fait, ça ne me surprend pas en tout. Non, ça ne me surprend pas vu le contexte. Puis je vais partager aux gens pour qu'ils puissent voir un petit peu là, qu'est-ce qu'il y en a. Welcome to the Statrix. Donc, il y a une vidéo. Je ne le ferai pas jouer pour des questions de droit d'auteur, mais les gens qui s'intéressent peuvent aller voir. Après, on va en parler, mais ils peuvent aller voir pour avoir une petite idée de ce que c'est ce concept-là. Il y a plusieurs liens. Donc, il y a ça ici. Vous pouvez aller sur libertarianism.org. Et là, vous avez le vidéo de Statrix. Puis, il y a aussi un article que j'ai trouvé où il explique un petit peu c'est quoi ici. Je vous le mets. Ça, en fait, c'est dans un podcast. Il est passé à Free Thoughts. Peut-être qu'il y en a qui connaissent ce podcast-là. Puis il a expliqué quand même, ça dure presque 1 heure, là, où il explique son concept. Puis il y a aussi un article qui s'appelle Seeing the Statrix, Invisible and Omnipresent, qu'il a publié, je pense, en 2018. Oui, 2018. Puis, dans le fond, toi, est-ce que tu le connais, écoute, on auteur-là, s'est rencontrés une fois, mais on a interagi à plusieurs reprises par courriel parce que j'ai une affiliation avec Cato aux États-Unis. Mais en gros, son truc, là, puis on peut en parler parce que Yann ne sera pas là pour faire déraper, mais je pense que les auditeurs vont être là et vont pouvoir l'apprécier. Là. C'est probablement le concept le plus cool parce que ce que ça dit fondamentalement, c'est que le coût de l'étatisme, c'est la perte d'imagination. Puis ça a l'air con dit de même, là, les gens vont comme faire hey, c'est ridicule, là, ça a l'air ésotérique. Ben non, ça ne l'est pas. Puis l'idée de la Statrix, c'est pas que c'est genre un monde dystopique qui est créé, c'est que tu as éliminé notre capacité à imaginer des alternatives. Fait qu'imagine, là, tout d'abord que le gouvernement part un programme. Okay? Il construit genre un train. Ben, là, je prends l'exemple littéralement de Burrus. Il construit un train entre 2 villes. Bon, ben les gens commencent à se déplacer vers ces villes-là. Mais tu avais avant, dans toutes les petites banlieues autour de ces 2 villes-là, tu avais des petits transports en commun, tu avais du covoiturage, tu avais plein de manières que les gens s'étaient arrangés. Mais qu'une fois que le gros projet gouvernemental arrive, la réorganisation de la vie que les gens ont fait que toutes les autres organisations qui existaient ont disparu et il reste uniquement le truc gouvernemental qui a été créé. Ça pourrait être aussi un monopole, by the way, où est-ce qu'on n'est pas capable de s'imaginer après, que ce soit tant pour le train ou que ce soit un monopole, qu'est-ce qui se passerait si on éliminait ça? Que si ça disparaissait, cette option gouvernementale, ça serait quoi la solution alternative? Puis on n'est plus capable de s'imaginer un univers de possibilités. Ça vient aussi, Vincent, je pense qu'il y a un lien avec l'idée de Statrix puis le concept de l'ordre spontané.
Ouais, c'est ça. Puis le concept de l'ordre émergent ou de l'ordre spontané, c'est-à-dire que, puis il l'explique bien là, dans la vidéo que les auditeurs pourront aller voir, là, puis il t'a donné cet exemple-là. Bon, on pourrait prendre n'importe quel exemple, puis ça a beaucoup, souvent, c'est beaucoup illustré par les questions même que les auditeurs nous posent parfois. Tu sais, pendant quand on fait les Q&A, il y a Ouais, des gens qui posent des questions du genre ouais, mais mettons que l'État s'occupe pas il n'y a pas de filet social, puis l'État ne prend pas en charge l'aide aux plus démunis, qui va s'en occuper? Sous-entendu, si l'État ne le fait pas, personne ne va le c'est faire. ça, exactement. Ce qui est oublié là-dedans, c'est qu'avant, mettons que le système de santé soit nationalisé ou géré comme un monopole public, il y avait des établissements de soins de santé, là. Il y avait des hôpitaux. Avant que la SAQ soit créée, il y avait des gens qui fabriquaient et qui distribuaient de l'alcool. J'espère que les gens comprennent ça. Là. Ben écoute, l'exemple de la charité est super. Je viens de t'envoyer le deuxième lien que je vais t'envoyer dans le chat. C'est un livre qui s'appelle From Mutual Aid to the Welfare State. Puis c'est l'histoire par un historien de comment l'intervention de l'État aux États-Unis, en fait, pré-1960 aux États-Unis, tu avais des sociétés d'aide fraternelle qui produisaient, OK, qu'ils n'étaient pas capables de ramasser autant d'argent que le gouvernement, mais dollar pour dollar, ils étaient très efficaces, même probablement plus efficaces à aider des gens qui étaient malades, en détresse, qui avaient des maladies de long terme, qui avaient des maladies de moyen terme, donc genre une tuberculose qui est particulièrement problématique, et comment il y avait une aide sociale qui était produite par la société civile et que quand l'État est arrivé, le résultat que ça a eu avec des gros programmes sociaux, c'est que ces organisations-là se sont mises de côté, ont disparu un peu de la carte. Et donc là, on n'est plus capable de s'imaginer la charité sans l'État. Ben, le résultat après, c'est que si l'État est incapable de le faire, parce qu'il y a des choses que l'État peut peut-être bien faire, et là, les gens ne se posent pas trop la question, puis c'est peut-être pas nécessaire de se la poser parce que peut-être que c'est la meilleure manière. Mais des fois, il y a bien des choses que le gouvernement a fait qui est inadéquat en termes de qu'est-ce qu'on a. On peut penser à la gestion des transports en commun, on peut penser à la question des trains généralement, qui est un bon exemple de dépenses gigantesques qui produisent très peu de résultats. Mais une fois que les gens sont... Tout ce qu'ils voient, c'est un service inadéquat et ils ne sont pas capables d'imaginer qu'est-ce qui se passerait sans ce service gouvernemental-là. Et non seulement, mais souvent, ce qui va se passer, c'est que le gouvernement va, quand il y a des gens qui vont essayer d'inventer des solutions, ils vont essayer de les éliminer. On l'a vu avec Uber, on l'a vu avec les Airbnb. Quand il y a des nouvelles alternatives qui émergent, c'est pour ça que lui, il appelle ça la Statrix. La Statrix, c'est que tu as reconfiguré ton monde pour dire que l'univers du possible est uniquement limité à ce que je peux déjà observer. Puis ça donne des affaires où tu peux pas t'imaginer un monde avec des alternatives où les gens sont capables de produire certains services, certains types de trucs. Et de là, la phrase, le coût de l'étatisme, c'est notre imagination. C'est qu'on n'est plus capable d'imaginer un monde dans lequel on fait les choses différemment, où on peut changer à la marge, qu'on peut essayer d'être entrepreneur. Ça tue un peu l'imagination. C'est ça son point. Puis j'ai trouvé que ça, c'était vraiment la partie de tuer l'imagination. C'est vraiment, c'est un point beaucoup plus important que ce qu'on réalise. Ben pour moi, le classique de ça, la phrase par excellence qu'on est habitué ici d'entendre, c'est aussitôt que tu parles de changer quoi que ce soit, par exemple au niveau de la manière dont le système de santé fonctionne, la première chose qu'une personne sur deux va te dire, c'est ça, tu veux que ce soit comme aux États-Unis avec les gens qui meurent dans les rues, puis tu veux que ce soit juste les riches qui puissent se faire soigner, tu veux qu'on paye avec notre carte de crédit, alors que, je veux dire, personne qui dit ça, là, by the way, là, Premièrement. mais c'est un exemple direct pour moi de le fait que la personne a internalisé l'idée que, ben, soit c'est ça ou le chaos. Là, tu te dis, ben oui, mais je veux dire, il y a d'autres systèmes, il y a d'autres alternatives, on pourrait faire telle chose, on pourrait faire telle chose. L'idée, par exemple, que des gens privés, des entreprises privées pourraient gérer des trucs de transport en commun, c'est comme contre-intuitif pour beaucoup de gens. Alors que historiquement, c'était toujours le cas. Hein? Je veux dire, juste au Québec, jusqu'à 1951,
transport en commun à Montréal n'était pas du transport en commun public, c'est du transport en commun privé. Puis non seulement ça, mais j'en avais parlé, je pense, dans une note pour l'IADF. Je ne sais pas si on avait éliminé ce morceau-là, là, parce qu'on avait beaucoup de choses à dire dans la note. On avait fait un récapitulatif de l'histoire de la STM. Puis on avait montré que la STM dépensait beaucoup pour... Puis tu sais, le pire, c'est que Vincent, il en existe plusieurs initiatives d'ordre privé que les gens utilisent, que les gens aiment, que les gens apprécient. Et on dirait que ça ne vient pas à leur idée de prendre ces exemples-là pour valider le fait qu'une telle chose est possible. Par exemple, au Québec, tu as tout ce qui est Amigo Express. Qu'à un moment donné, des gens partent un truc, ben oui, regarde, il y a des gens qui veulent aller d'un point A à un point B, toi tu y vas, ben tu vas mettre une annonce, puis tu vas dire, regarde, moi je suis prêt à embarquer pour 20 $ quelqu'un, puis je vais l'amener au point de départ qui est là. Mais ça, je veux dire, c'est des gens qui communiquent entre eux via une plateforme, puis le gouvernement, à ma connaissance, très peu à voir là-dedans. Il existe plein d'affaires comme ça, l'organisme Nez Rouge ou toutes ces choses-là. Il y a plein de mécanismes comme ça qui émergent. Mais regarde, j'ai trouvé le truc que je cherchais dans la note de l'IADM que j'avais faite. Entre 1933 et 1950, avant la nationalisation du transport en commun à Montréal, mais la municipalisation du transport en commun, c'est ça que ça devrait dire, c'est la ville. Ouais. Le coût par kilomètre parcouru a diminué de 17 %, donc le coût par unité de service à toute fin pratique a diminué de 17 % en 1933 et 1950, malgré le fait que la distance totale parcourue avait augmenté de 61 %. Puis depuis 1950, par contre, je ne vais pas être plate, mais la courbe est très clairement vers le haut. Les kilomètres parcourus augmentent beaucoup moins vite que le coût par kilomètre parcouru. Donc, il n'y a pas des gains d'efficacité que tu observais avant, malgré le fait qu'avant, tu avais la même tendance. Donc, la période privée, même de la période québécoise, avait l'air d'être très efficace. La critique peut donc être faite de l'idée que ce serait impossible de faire du transport en commun sans l'État. Ben non, Montréal montre que dans le passé, c'était tout à fait possible. Puis non seulement ça, mais ça avait l'air d'être plus cost-effective pour les gens. Même chose, by the way, l'autre lien que je t'ai envoyé, là, c'est The Beautiful Tree. C'est les gens pensent que sans école publique, il n'y aurait pas d'éducation, les gens ne verraient pas leurs enfants à l'école. Ben, il y a un professeur britannique, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été sur le terrain dans... James Stoley, c'est ça? Oui, dans des pays super pauvres, puis il a été voir comment est-ce que les plus pauvres dans le monde éduquent leurs enfants. Et ce qu'il a réalisé, c'est que il y avait des fois, en dépit du fait que les écoles publiques étaient gratuites, les gens étaient prêts à payer 1 ou 2 $ par jour ou 1 $ par semaine, je pense que c'est ça le prix, pour envoyer leurs enfants à l'école. Et que quand ils faisaient les enquêtes sur la taille des écoles privées, il a fait des census, des recensements dans des villes comme Islamabad, comme Lagos au Nigeria. Il a trouvé que je pense que le chiffre que j'ai en tête, c'est que le nombre d'enfants dans des écoles privées était, je pense, 10 fois le chiffre dans des écoles publiques. Donc, tu avais un entrepreneuriat scolaire qui se faisait et que les plus pauvres du monde éduquent beaucoup plus leurs enfants que ce qu'on réalise et qu'on sous-estime probablement la quantité de capital humain qu'ils ont. Puis soit dit en passant, une petite parenthèse, là, si on sous-estime la quantité de capital humain qu'ils ont, ça veut dire que leur pauvreté ne peut pas être expliquée par le fait qu'ils sont mal instruits, c'est que ça peut être expliqué par le fait qu'ils vivent dans des cadres institutionnels qui ne protègent pas leurs droits de propriété, qui ne leur permettent pas de faire des échanges. Puis c'est pour ça que quand je dis tout le temps que tu prends un Haïtien, tu l'amènes à Montréal pour une raison magique. Tu n'as rien changé à propos du dude, by the way, quand tu le déménages. Là. C'est la même personne, les mêmes talents, les mêmes aspects, la même personnalité, le même tout, à l'exception qu'il doit s'acheter une tuque l'hiver, puis un manteau. C'est la même chose. Un manteau aussi, je pense que c'est important. Des bottes, peut-être. Mais au final, sans rien changer à propos de ses caractéristiques fondamentales de lui comme travailleur, il devient 10 fois plus riche. C'est pas un chiffre hypothétique, là. Le chiffre, c'est littéralement 10 fois plus riche.
Juste parce que tu lui as fait traverser une frontière, une ligne qu'on a imaginée à un certain point qui fait la délinéation entre nous et d'autres pays, tu lui fais traverser puis il est devenu 10 fois plus riche. Pas parce qu'il est devenu meilleur, c'est parce qu'il a été agencé. Son capital humain, qui était déjà là, a été agencé avec des meilleures institutions qui lui permettent de profiter de ce capital humain-là, de ses talents, de ses Ouais. expériences, de ses caractéristiques Ben, fondamentales. Puis, ben, dans les pays en voie de développement, les gens sont capables de développer du pays, du capital humain par de l'entrepreneuriat scolaire. hum, Et en dépit du fait que l'État est généralement tellement mauvais qu'il n'est même pas capable de fournir des écoles, mais les gens sont capables de s'imaginer ça. Puis après ça, les gens ici vont nous dire, mais il n'y en aurait pas d'école si tu n'avais plus de financement du ministère de l'Éducation. Non, si des gens au Nigeria, pauvres comme tout, avec toutes les contraintes du monde, ne sont pas capables, une société aussi riche que le Québec serait capable d'avoir des entrepreneuriats scolaires, des entrepreneurs scolaires qui créent le service oui, ben, très si je veux facilement. dire, Là, je veux dire, c'est pas. je, Ça ne veut je pas dire, je ne suis pas voyais, en train de dire pas de financement scolaire, by the way. Tu pourrais exact. avoir un mélange des deux, mais tu n'as pas besoin de. Ben non, mais exact. Puis je voyais, ça c'est plus. Ici, on ne voit pas vraiment ça, c'est plus français, ce genre d'initiative-là. Là. Mais je voyais parce que, petite parenthèse de même, mais j'ai vu ça passer parce que elle donnait son soutien à Zemmour. Là. Mais Marion Maréchal, elle a Ah, parti en France une espèce d'université de sciences politiques. Là. Mais bref, tout ça pour dire que peu importe ce qu'on pense du personnage, ça existe, là, des gens qui partent des initiatives avec du financement privé, du sociofinancement, puis ils partent des initiatives, des écoles. Puis je suis loin d'être convaincu que ces institutions-là sont moins de qualité que certains établissements privés, que certains établissements publics. Là. non, en effet, je veux dire, je ne suis pas fan de Marion Maréchal Le Pen. Là, je veux dire, soyons très clairs. En fait, quand je dis pas fan, c'est autant dire que je la considère aussi intéressante que Patrick Lagacé. Probablement le même type de substance aussi Ouais, après, elle a profonde. fait plus de choses peut-être dans sa vie, par contre. Là. Peut-être, Ça, c'est une autre peut-être, affaire. là. Là. Je pense pas que l'agacé va partir à une école. Whatever. On a En dit, tout cas, j'espère on pas. lui a donné plus d'attention qu'il méritait. Écoute, Ouais, exact. mais au moins, il y a plus de followers que nous autres. Ouais, c'est Donc, ça. on Mais peut. tout ça pour dire qu'il Oui. y en a des initiatives comme ça qui existent. Puis l'autre affaire, c'est, tu sais, il souligne le manque d'imagination. Mais moi, c'est pas juste le manque d'imagination. Ou peut-être c'est compris, il comprend comme ça dans sa notion au niveau de l'idée de Statrix. Mais moi, ce que je trouve, c'est pas juste le manque d'imagination, c'est l'idée qu'il va se passer quelque chose de catastrophique Ouais. si l'État arrête de faire quelque chose qui, by the way, mettons, faisait pas avant. Tu sais, quand tu arrives, tu te dis, mettons, je pense un bon exemple de ça, c'est tu sais, des sociétés d'État qui viennent d'être créées, comme par exemple la SQDC. Ça fait quoi? Ça fait 6-7 ans que ça existe, la SQDC, Il quelque n'y a, chose comme ça. y a personne qui est capable de s'imaginer ça serait quoi un marché Ben, plus exact. Là, libre. tu essaies d'expliquer aux gens, tu te dis, ben oui, mais ça pourrait être démantelé, ce truc-là, où on permet à des gens qui ouvrent des commerces spécialisés, puis ils vont vendre du cannabis là-dedans, comme ça se fait ailleurs. Et là, il y a comme tu vois qu'il y a comme l'idée, ou derrière le regard des gens à qui tu peux dire ça, il y a un peu cette idée-là que si l'État s'en occupe pas, ça va être presque une catastrophe, ça laisse la place. Puis un autre cliché de ça, c'était le maire de Québec qui voulait absolument pas que... parce qu'il y avait des terrains à Québec, dans le centre-ville, qui étaient disputés à qui ces terrains appartiennent entre la ville de Québec et la communauté Wendat. À Wendake. Et lui, il disait qu'il faut absolument que la ville mette la main là-dessus parce que si jamais ils font un casino, mettons, là-dessus, ça va être le crime organisé qui va être là. Puis là, t'es comme, mais ça, c'est vraiment typiquement un truc aussi Statrix. C'est ici, Ouais. on a internalisé le concept que un casino, un salon de jeu, c'est géré par le gouvernement, administré par le gouvernement. Et si ça ne l'est pas, ça va être des gars avec des grosses bagues puis des points américains qui vont gérer ça. C'est ce qui est complètement ridicule, by the way. Hein. J'étais allé voir à l'époque où il avait dit ça, j'étais allé voir s'il y avait des études là-dessus, puis il n'y a pas de. Je veux dire, il n'y a pas de lien entre les deux. Là. En tout cas. Non, Je sais mais, pas. regarde, je viens de te partager quelque chose là parce qu'il y a un article que j'aime beaucoup sur The Social Benefits of Gambling. Puis le gars, il explique vraiment qu'il y a beaucoup plus, il y a des bénéfices aux gens qui font des paris, puis qu'il y a un avantage à ça, puis qu'il y a un gain social
à laisser les gens, les gamblers, de faire du gambling. Notamment le fait que ça permet à apprendre la gestion du risque dans certains cas, que la dépendance n'est pas nécessairement augmentée par la déréglementation, mais aussi que des fois, c'est... en tout cas, il y a plein d'aspects de la question. Puis, il y a la raison que les gouvernements aiment beaucoup ce genre de réglementer, par exemple, le gambling, c'est parce que tu en fais t'en as un revenu facile avec ça, parce que tu n'as pas énormément de coûts à gérer. L'organisation est relativement simple. Mais regarde maintenant juste sur Internet les services qu'il y a de gambling qui existent, puis compare-les avec ce que l'Auto-Québec a fait pendant 60, 70 ans. Non, non, c'est ridicule. Tu n'as pas eu d'innovation dans les types de Ah non. produits du jeu. Maintenant, en ligne, tu as des pokers en ligne, tu as des jeux interactifs en ligne. Donc, tu sais, des fois, tu as des applications. Là, les gens le savent. Les gens, tu sais, il ne faudrait pas trop en parler aux législateurs là, parce qu'ils pourraient se mettre à Oui, c'est sûr, parce que légiférer. Mais tu sais, tu as des jeux que tu peux jouer. Puis dans le jeu, tu as du gambling qui se fait. Donc, ils ont comme incorporé un jeu dans un autre jeu exact. dans les plateformes comme Second Life. Que tu avais avant, EVA Online, toutes ces choses-là. Tu avais des manières de, je ne sais pas si pour EVA Online, mais dans Second Life, tu avais la capacité de faire du gambling dans un jeu interactif en communauté. Donc, tu avais eu de l'innovation dans le produit en soi. Donc là, tu vois qu'il y a des gens qui ont imaginé des alternatives sur comment fournir un service particulier. Puis Second Life, c'était pas des gangsters, là, c'était des nerds qui avaient ouvert un jeu en ligne, un MMORPG, là, Massively Online Role-Playing Game, mais il y avait du gambling dedans. Puis c'était pas de la mafia, c'était pas des choses atroces. Les gens sont capables d'imaginer ça, mais les gouvernements, vraiment, en légiférant pour collecter leurs revenus, détruisent un peu notre capacité à imaginer des mondes alternatifs où est-ce que la créativité humaine, l'ultime ressource qui est notre cerveau, est déployée pour créer des nouvelles alternatives et des formes plus riches de fournir un service. Oui, absolument. C'est carrément ça. Mais si ça intéresse les gens, là, quand on lit l'article, justement, voyons, j'oublie son nom, de Boris, il l'explique à un moment donné, dedans, Seeing the Matrix Step by Step. Puis là, il l'explique. Bon, au début, là, il y a un concept qui est proposé, on implémente le concept, et puis là, tu vois comment, puis à chaque step, à chaque étape, on voit comment, justement, il y a une perte au niveau au niveau de l'imagination sur comment on peut sortir ou comment on pourrait faire quelque chose en dehors du contrôle de l'État. Puis ça, by the way, ce qui est drôle là-dedans, c'est que c'est quelque chose qui est présent autant chez les gens dits de gauche, dits de droite. Ah oui, c'est pas exclusif à la gauche. Parce que, puis l'exemple qui me vient en tête, justement, parce que j'en ai parlé avant, c'est le cannabis. Il y avait cette idée-là chez beaucoup de gens de droite que lorsque le cannabis ne serait plus illégal, donc on enlève un truc du gouvernement pour dire, ben, à partir de maintenant, voici, on enlève le contrôle qu'on exerçait là-dessus. On va arrêter d'envoyer des policiers après des gens parce qu'ils ont en leur possession du cannabis, etc. Il y avait des gens qui nous disaient très sérieusement, mais est-ce que vous vous rendez compte que des milliers de gens vont commencer à se droguer à cause de ça? Ce qui, by the way, c'est jamais vérifié, là. Si tu vois oui, peut-être que des gens ont décidé de faire l'essai de quelque chose parce que le fait que la barrière de l'illégalité représentait pour eux quelque chose où moralement où ils ne voulaient pas aller, OK, parfait. Mais je veux dire, la population n'est pas devenue droguée du jour au lendemain. Je pense que cette thèse-là, c'est avoué. Mais ça en était un peu un exemple de dire, dans le fond, il faut que ça reste comme ça parce que si on enlève ce règlement-là, ça va être l'apocalypse. Ça va être le... Check C'est bien. ça. Check bien. Juste pour voir, là, ça me prend 4 secondes de savoir ces affaires-là. J'ai été sur Google Scholar. J'ai écrit la méthode, pour ceux qui écoutent plus fréquemment, là, il y a une méthode que j'utilise souvent en économétrie qui s'appelle la méthode des contrôles synthétiques, qui vise à créer un monde alternatif basé sur les données d'avant une intervention. Donc, tu veux savoir c'est quoi l'effet du PQ
sur l'économie du Québec, ben, tu prends toutes les autres provinces canadiennes pour prédire qu'est-ce qui se serait passé si le PQ n'avait pas été élu. Ben, si c'est un bon prédicteur, le prédicteur créé va ressembler au vrai Québec avant que le PQ gagne. Puis après, la différence entre le faux Québec que tu as créé et le Québec réel, ben, c'est l'effet causal du PQ. Ben, tu peux utiliser la même méthode pour la marijuana, mettons. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le nom de cette méthode-là, puis j'ai écrit marijuana dans Google Scholar. Maintenant, je sais que pour des journalistes, c'est difficile des fois d'aller sur Google Scholar, mais voici les 5 premiers articles qui sont apparus. Il y en a beaucoup sur les traffic fatalities. Puis le reste, ça a l'air d'être sur. Je vais ajouter overdose, mettons, parce qu'il n'y en a aucun des 5 premiers. Il y en a un ici sur les overdoses. Fait que là, le premier, Journal of Experimental Criminology, l'effet d'une légalisation partielle de la marijuana sur les mortalités sur la route. Have produced a large sustained decrease in statewide motor vehicle fatalities amounting to an annual reduction of between 588 and 900 vehicle fatalities. OK, donc première étude, c'est à pile. Légaliser la marijuana a eu un effet positif dans le sens que ça réduit les accidents de la route. Deuxième étude, Public Health. Là, ils prennent le Colorado. Ça, c'est pour les overdoses. The results show an estimated negative 5% effect on opioid overdose death. Ça a l'air que ça a réduit les cas d'overdose au Colorado d'avoir légalisé la marijuana. Le troisième, un autre article, mais cette fois-ci un petit peu plus récent sur les mortalités de la route, ils ont trouvé que ça n'a aucun effet significatif sur les accidents de la route. Puis le quatrième que j'ai, une baisse sur aussi les nombres d'overdoses. Donc là, j'ai juste pris les 4 premiers sur la pile, puis ça a l'air d'être des résultats qui vont, pas dire qu'ils vont autant dans la bonne direction que tu veux, mais ils n'ont pas l'air d'aller dans la mauvaise direction. Donc, non, ben, tu sais, moi, mon point, c'était pas que c'est l'idée du siècle, puis que on aurait tellement dû faire ça avant. Non, mais ce que je veux dire, c'est en citant tout ça, c'est que tu réalises qu'il y a une couple de chercheurs qui ont pensé à faire la question, puis que finalement, tu sais, la prémisse, dans l'univers, là, si on avait vraiment beaucoup d'imagination, puis on n'avait pas tué notre imagination, ben, on n'accepterait pas l'idée que c'est sûr que les gens vont le faire. Si tu leur laisses la liberté de le faire, ils vont faire des choses absolument atroces, là, sans contrainte, sans. Oui, si tu leur donnes la liberté, c'est une licence pour le faire. Non, pas nécessairement. Oui, puis il y a même des gens qui nous disaient que si quand le cannabis va être légalisé, là, on commence avec le cannabis, mais éventuellement, après ça, on prend un peu de speed, après ça, un peu de coke, puis finalement, on finit à l'héroïne. Ah oui. Puis les gens qui nous écoutent trouvent peut-être ça drôle parce qu'ils ne se rappellent pas de l'époque où il y a eu ce débat-là. Là. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça. Mais moi, je m'en rappelle très bien là, de ce genre d'argument-là. Que si on commence à banaliser ça, après ça, ça va être ça, puis finalement, le monde va voler. Finalement, les jeunes dans les écoles, ils vont se piquer à l'héroïne. Moi, j'ai entendu ce genre de raisonnement-là. Que, je veux dire, c'est quand même assez particulier là, de faire ce genre de raisonnement-là en pente glissante. Là. Mais je veux dire, ça existe. Mais moi, je trouve que ça dénote quelque chose qui est là depuis longtemps. Ça. L'idée que quand il y a quelque chose qui est institutionnalisé ou qu'on prend comme pour acquis, on a une difficulté à s'imaginer un monde qui est au-delà de ça. Puis je pense que le premier exemple de ça, là, qui est frappant, là, c'est tous les gens qui disaient que si les gens, mettons, arrêtent de croire en Dieu, ils vont se comporter de manière immorale. Ça a été un discours très présent là, dans l'histoire humaine. Là. On a fait la peau aux gens qui se disaient athées pour ce genre de type-là. Parce que si Dieu n'est pas là, les gens, ils n'ont pas peur de mourir en enfer ou quoi que ce soit, ben, ils vont se comporter. Dans le fond, Dieu est un agent dans notre vie pour nous inciter à nous comporter de manière morale. Mais je veux dire, moi, je n'ai pas besoin de croire en ce qui est écrit dans la Bible ou d'avoir un Dieu pour ne pas tuer ou violer quelqu'un. Évidemment. Je pense que tout le monde comprend ça. Oui, bien, tu te rappelles, on a eu la conversation sur la religion à un moment donné, là, puis j'avais expliqué que même si moi-même j'étais athée, je n'étais pas fan du religion bashing. C'est parce que
l'idée, c'est que l'univers est tellement difficile à comprendre en général, puis il faut que tu te fasses, tu sais, là, le mot en français, je ne l'aime pas, mais je vais utiliser ça en anglais. Il faut que tu trouves un meaning. Ben, des fois, le meaning, Oui, tu peux le trouver dans une forme religieuse, puis ça peut être que c'est ça qui crée un cadre de comportement moral pour toi, tout comme tu peux l'avoir dans une forme beaucoup plus agnostique ou athée de l'univers. Et c'est pas mutuellement exclusif. Puis ce que j'avais dit, c'est que non seulement ça, mais il y a des situations dans lesquelles une organisation religieuse pourrait avoir des bénéfices sociaux très, 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 très clairs. Ce qui compte généralement, c'est est-ce que tu as de la compétition pour les idées religieuses? Est-ce que, tu sais, si tu donnes un monopole à une église parce que tu lui dis, ben écoute, maintenant on va faire une théocratie, ben là, c'est pas la même chose. Là, tu pourrais avoir un problème parce que là, tu imposes un monopole du ouais, exact. meaning à une organisation. Mais si tu n'as pas ça, si tu as comme aux États-Unis, tu as un marketplace of religion où est-ce que les gens, tu sais, les gens pensent que les Américains sont des croyants débiles, mais le nombre de fois dans une. Je pense que j'essaie de. Il y a plusieurs études qui donnent des chiffres là-dessus, puis le range est un petit peu large. Mais près la moitié des Américains vont au moins changer de religion une fois dans leur vie. Ouais. En fonction de l'endroit où ils vont Oui, vivre, parce que c'est beaucoup relié à la communauté. Moi, je me souviens que tu avais déjà parlé de ça. oui. Mais la raison pour laquelle je faisais le lien entre les deux, c'est que j'ai l'impression que l'idée de Statrix, ça met un peu en lumière ce phénomène-là qu'on voyait avant avec la religion, c'est-à-dire que beaucoup de gens concevaient que en dehors de la religion, il n'y a point de salut. Donc, si c'est pas la communauté religieuse qui s'occupe de X, Y chose, que ce soit au niveau des valeurs de la société, personne ne va le faire. Et donc, il va y avoir un genre de chaos social. Mais beaucoup de gens voient la même chose d'un point de vue de l'État. Si c'est pas l'État qui s'occupe Ouais, de mettre des taxes sur les cigarettes, puis tout ça, tout le monde va fumer. Si c'est pas eux qui s'occupent des hôpitaux, qui va s'en occuper? On n'aura pas de soins, on va mourir. Si c'est pas eux qui s'occupent des écoles, puis tu sais, je pense qu'il les résume bien là, dans le petit vidéo que les gens peuvent voir. Là. Je répète, c'est quoi? Là? Welcome to the Statrix. Vous pouvez le trouver là, sur plusieurs sites web, mais c'est sur YouTube aussi. Là. Fait que si vous faites Statrix, vous allez tomber dessus très rapidement. Puis je pense qu'il exprime bien cette idée-là qui est présente, même un peu malgré nous. Hein. Tu sais, quand tu nous avais raconté que tu étais allé avec ton fils là, dans une clinique médicale, ouais. puis tu avais comme intériorisé le fonctionnement de Ah ben oui, au Québec, Je pour peux aller pas. dans un truc sans rendez-vous, il faut que j'appelle au sans rendez-vous. Tu sais, fait que ça doit être de même partout ailleurs. Ouais, Ben non, ça se trouve que c'est pas de même partout ailleurs. Puis tu sais, à un moment donné, on prend pour acquis des choses parce que les choses ont été comme ça du plus loin qu'on se rappelle. Puis c'est pour ça que c'est difficile des fois non pas de revenir en arrière, mais d'aller vers l'avant. Parce que quand tu t'essaies de voir les choses au-delà de bon, voici comment ça fonctionne, puis c'est géré par l'État, ben, on a tendance à oublier qu'avant que ce soit fait, il y avait quelque chose qui existait. Là. Tu sais, un peu comme, ben, ça revient aussi un peu à tous les mythes politiques fondateurs qu'on a. Tu sais, c'est toujours la même idée qui est véhiculée. Avant la Révolution tranquille, après. c'était l'obscurité, c'était ci, c'était ça. Avant la Révolution française, c'était l'obscurantisme, la dictature, le ci, le ça. Puis, fait que je pense que tout ce qui est politique, puis tout ce qui est de près ou de loin relié au pouvoir, au gouvernement, je pense qu'un petit peu par défaut ou par nature, ça nous amène à voir les choses comme tout ce qui était avant n'existe plus, ou en tout cas est vu comme plus ou moins valable, puis on a de la difficulté à s'imaginer l'après. Et c'est toujours, c'est comme ça, puis ça sera comme ça, puis il faut que ce soit comme ça. Puis si c'est pas comme ça, ben c'est un peu un genre de chaos. Là. Oui, puis non, c'est ça, mais par contre, peut-être juste une nuance là, qu'on peut faire pour les auditeurs avant de passer dans la partie Patreon, là, c'est la chose que j'ai pas de problème avec, c'est de changer les choses en général, mais je suis jamais fan des grandes révolutions, des grands changements. Mhm. Juste parce que surtout, puis la raison que je dis ça, c'est que l'État, généralement, quand il décide de faire quelque chose, souvent, pas toujours, mais souvent, ça va être un reflet de quelque chose qui est déjà intériorisé par la population. Donc, les gens, par exemple, les normes que l'État établit sur des comportements, disons, pas toujours, encore une fois, mais souvent. C'est des choses qu'on est tous déjà d'accord avec. Le fait que l'État interdit le meurtre, c'est pas parce que
on ferait du meurtre sans l'État, c'est qu'on avait déjà une norme, puis l'État a adopté une norme et a décidé de s'en faire le enforcer de cette norme-là. Ouais, un peu ce que tu expliquais dans le common law, là. Ouais, L'idée que originellement, bon, ben, c'est ça, les lois qui sont données, ben, c'est dans la vie concrète, comment les gens vivent, comment ils se comportent. Ah ben OK, fait que c'est comme ça qu'on va codifier un comportement qui yep. existait déjà. Puis je pense que c'est vrai un petit peu partout, là, tu sais, comme il y a plein de choses qui ont été légalisées ou décriminalisées, mais c'était des comportements qui étaient adoptés par la population depuis toujours, là. Ou bien depuis longtemps, là. Tu sais, je veux dire, les gens n'ont pas attendu, pour revenir à cet exemple-là, les gens n'ont pas attendu que le cannabis soit légal pour fumer des joints, là. Non, en Je effet. pense que tout le monde a compris ça, là. Vous avez juste à marquer Woodstock 1969 sur YouTube, là, puis vous allez voir qu'ils n'ont pas attendu Justin Trudeau, ces gens-là, pour fumer du pot, là. Heureusement. Tu sais, Heureusement, sinon Woodstock, ça aurait été bien plate. exact. Mais tu sais, puis c'est comme ça pour plein de choses, là. Tu sais, quand il y a eu le débat sur l'aide médicale à mourir, tout ça, c'est venu un peu codifier des pratiques qui existaient déjà dans le Subtilement. non-dit, là. Ouais. Subtilement, là. Ah, ben oui, votre père, là, ça serait peut-être le temps de lui dire ce que vous avez à lui dire, on va le mettre confortable. Ça Écoute, veut dire que papa, ça se peut qu'il se réveille pas, là. je ne suis pas un expert sur la question de l'aide médicale à mourir, donc je ne sais pas exactement ce que je peux dire, mais ça ne me surprendrait pas, par contre, que, voyons, que les gens ont fait une sorte de position où avant, ils décidaient de pas de faire ce que tu décris à toute fin pratique, de permettre une sorte de transition, mais que c'est pas dit explicitement, puis que wink wink, nod nod, les gens réalisent, OK, c'est ça qu'il veut dire, j'ai pas de problème, allons-y avec ça, vas-y, je veux juste m'en aller. Puis là, tu vois que ben, c'est ça qui se produit. Je serais pas surpris que c'était ça qu'ils essayaient de faire, mais je serais très surpris, par contre, que l'État ait admis publiquement que c'est ça qui se faisait. Parce que ça aurait été admettre des affaires absolument... de la perspective de l'État, ça aurait été d'admettre que sa légitimité est excessivement mince, là, que ça dépendait uniquement d'un jeu d'apparence. Non, exact. Évidemment.